Bonsoir à toutes et à toutes, ravi de vous accueillir ce soir dans Libre Ensemble pour ce nouveau rendez-vous de la laïcité. Dans le contexte mondial actuel, la montée de l'extrême droite, l'élection de Trump, notre nouveau gouvernement, où en sommes-nous face aux pressions politiques, à la désinformation et à l'érosion de l'indépendance des médias? Que faire et donc comment agir? Le phénomène des pressions sur les médias de la part du politique n'est sans doute pas neuf. Pourtant, un rapport vient de sortir étudiant si le phénomène s'amplifie ou pas. Analysons le sujet et nos deux invités sont là ce soir pour nous en parler. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Bonsoir Jean-Paul Marteau. Bonsoir. Ex-chroniqueur au Soir, mais journaliste et essayiste, militant pour les droits humains hier au sein de Human Rights Watch ou du comité de protection Protect Journalists. Mais vous êtes aussi coordinateur, et on va en parler avec vous, du rapport sur la liberté de la presse en Europe publié donc par la plateforme pour la sécurité et la protection des journalistes du Conseil de l'Europe. C'est bien ça, oui. Et Ricardo Gutiérrez. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général de la Fédération européenne des journalistes, qui représente pas moins de 320 000 journalistes dans 43 pays. Une des associations de cette plateforme, justement, participante au rapport. Vous allez, vous aussi, nous donner donc beaucoup d'informations. Je le disais, la presse et les médias ont beaucoup de pression. En 2024, qu'en était-il, Jean-Paul et Ricardo? Est-ce que c'était un sujet brûlant aussi parce qu'année électorale? Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette année 2024 pour poser les bases? En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir, de comparer ce qui s'est passé en 2024 avec ce qui s'est passé lorsque la plateforme a été créée en 2015. On assiste à une dégradation généralisée, différente selon les pays. Il faut non plus faire des cas, il faut nuancer un petit peu entre les pays, mais une dégradation générale de la liberté de la presse en Europe. Et quand je dis Europe, c'est sur les pays membres du Conseil de l'Europe, plus dans le rapport la Russie, qui n'est plus membre du Conseil depuis l'invasion de février 2022. Il y a une dégradation générale de la situation des journalistes, de leur sécurité juridique, de leur sécurité physique. Ça s'exprime de diverses manières, soit par des procès, par le harcèlement, par la critique du monde politique à l'égard des médias, par la volonté d'affaiblir un certain nombre de médias critiques ou dissidents et d'affaiblir le service public de radio-télévision. Mais c'est vrai qu'en 2024, il y a eu les élections dans pas mal de pays européens, plus les élections européennes, qui ont dénoté la croissance, la montée en puissance des mouvements d'extrême droite ou nationaux populistes. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, on assiste à une chose qui n'était pas nécessairement perceptible en 2015, c'est qu'on n'est pas en face d'une crise, je dirais, caractérielle de la liberté d'expression avec des hommes politiques qui vont s'en prendre pour des raisons personnelles aux médias. Non, c'est une vraie stratégie d'affaiblissement de la liberté de la presse et du travail des journalistes. C'est un affaiblissement du rôle que la presse est censée jouer en démocratie pour informer les citoyens, pour que ceux-ci puissent réellement exercer leurs droits au sein d'une société démocratique. C'est aussi mettre en cause plus largement des contre-pouvoirs qui sont essentiels à un système démocratique. Donc, on est dans une stratégie en Europe qui ressemble assez bien à celle qui est mise en place aux États-Unis depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, qui est la constitution d'un système qui est de plus en plus concentré sur le pouvoir exécutif et qui nie le droit, la légitimité même à des contre-pouvoirs qui définissent la démocratie libérale, le pouvoir parlementaire en particulier, le pouvoir judiciaire, la presse, surtout aux États-Unis, qui a un rôle constitutionnel, qui nie à ces contre-pouvoirs leur légitimité en invoquant essentiellement la liberté d'expression et en invoquant la majorité populaire qu'ils ont reçue durant les urnes. Donc on assiste à un système de perversion du discours sur la démocratie en disant on a gagné les élections, on a tous les droits. Et donc on est dans le majoritarisme, comme on dit, et on peut, au nom du peuple, en fait, mener une politique hostile à ce qui a toujours caractérisé nos démocraties et qui a permis à ces démocraties de résister depuis des dizaines d'années. C'est-à-dire la reconnaissance de la nécessité d'avoir dans les démocraties une information de qualité, une information indépendante qui permet précisément à la population de choisir, quand on parle de consentement informé, de choisir ses représentants et de choisir comment elle s'insère dans le jeu politique. Ricardo, je le disais, donc la Fédération européenne des journalistes a rendu dans ce rapport ses analyses.
Qu'est-ce qui vous a marqué en cette année 2024 et sur quoi est-ce qu'il est important de mettre le doigt ? Alors ce rapport-ci est important parce que c'est le 10e en fait. Oui, c'est un anniversaire. Voilà, c'est un anniversaire et ça nous permet d'avoir une vue transversale sur l'évolution de la liberté de la presse en Europe, comme vient de la décrire Jean-Paul. Et moi, ce qui me frappe, ce sur quoi je voudrais insister, je pense que la grande valeur ajoutée de ce rapport et de ce 10e rapport, c'est d'avoir ouvert les yeux dans les vieilles démocraties libérales européennes sur le fait qu'elles aussi étaient concernées. C'est une des grandes valeurs ajoutées du rapport est de démontrer qu'il y a des problèmes de liberté de la presse, certes en Turquie, certes en Azerbaïdjan, certes en Russie ou en Biélorussie, deux pays qui sont couverts bien qu'ils ne soient pas membres du Conseil de l'Europe. Mais il y en a aussi en Belgique, en France, au Royaume-Uni. Il y a eu des journalistes assassinés au cours de ces 10 dernières années dans des pays de l'Union européenne, en Grèce, aux Pays-Bas, à Malte. Ça, c'est nouveau, ça ? C'est des choses qui n'existaient pas, effectivement, auparavant. On n'avait pas la statistique, en tout cas exhaustive, auparavant, puisque la plateforme n'existait pas. Mais cette plateforme, en tout cas, a permis d'établir que la liberté de la presse, les violations de la liberté de la presse, c'est pas le problème de 2 ou 3 pays à l'est ou au centre de l'Europe. C'est aussi le problème de la Belgique. Alors, évidemment, on n'a pas le même type de violation de la liberté de la presse en Belgique ou au Royaume-Uni qu'en Turquie et en Azerbaïdjan, mais on en a quand même. Et donc, c'est une préoccupation qui doit être la préoccupation de tous, y compris donc les citoyens des vieilles démocraties libérales. On n'est pas à l'abri, en quelque sorte, du déclin de la liberté de la presse. Et ça, c'est ce que démontre ce rapport. Si vous prenez cette plateforme est consultable par tout le monde sur Internet. Donc, c'est une base de données accessible à tous. On va en parler, mais c'est important de le dire. Pourquoi cette plateforme déjà et donc, il y a par exemple des classements du nombre d'alertes par pays. Et je pense que le pays où il y a le plus d'alertes est la Turquie, suivi de la Russie, l'Ukraine. Mais en 5e ou 6e position, on trouve la France. En 7e position, on trouve l'Italie. Et donc voilà, ça démontre qu'il y a des problèmes chez nous et qu'on doit les adresser. Alors chez nous, on parle d'attaques systémiques dans ce rapport. Vous en parlez. C'est quoi ? C'est évidemment la pression que l'on fait sur les journalistes, sur les médias, la désinformation, mais aussi, vous dites, des législations restrictives. Donc on met en place vraiment des politiques qui réduisent la liberté de la presse, qui cadenassent le travail journalistique d'information ? On en met en place et il en existait depuis des années, qu'on combat toujours aujourd'hui. Quelles sont-elles, par exemple ? La diffamation est toujours une peine criminelle en Italie. Donc on peut aller en prison pour un nommément mis en cause. De la simple diffamation. Donc affirmer quelque chose qu'on ne peut pas prouver peut mener un journaliste à subir une peine de prison. Donc toute enquête de fond est limitée. En tout cas, ça refroidit. Ça génère un climat, une autocensure, puisque il y a ce risque de pouvoir être poursuivi, et on a vu que c'est une des tendances nouvelles aussi que les derniers rapports ont démontré, ce qu'on appelle les SLAPS, donc les procédures judiciaires abusives, ces procédures judiciaires qui sont lancées par des détenteurs de pouvoir de tous ordres, politiques, économiques et autres, qui visent non pas à obtenir gain de cause en justice, mais à empêcher un journaliste de continuer à faire son travail en l'accablant à force de le poursuivre en justice ou devant des instances déontologiques aussi, puisqu'il y a ce phénomène-là aussi. On a vu le journaliste d'investigation David Leloup en Belgique être poursuivi à un moment donné, subir 7 procédures cumulées et simultanées suite à sa couverture du scandale Publifin à Liège. Et donc voilà, c'est une technique qui est largement utilisée aujourd'hui. Il y a même des cabinets spécialisés, notamment à Londres, au Royaume-Uni, qui se spécialisent donc sur le harcèlement judiciaire des journalistes. Ça, c'est une tendance nouvelle qui est commune à l'ensemble des pays d'Europe. Là, on est plus sur de l'abus de la législation existante, on abuse des règles de droit pour harceler un journaliste, mais il y a aussi des États qui prennent des dispositions, il y a des nouvelles lois, des nouvelles législations. Encore très récemment, en Ukraine, la Rada discutait de dispositions qui auraient rendu punissable la publication de documents classifiés, ce qui rend très
très difficile la tâche des journalistes d'investigation, puisque le but des journalistes d'investigation, c'est justement de travailler sur des choses qui sont classifiées, déclarées secrètes et autres. Et donc, on voit cette tendance. Alors, je cite l'exemple de l'Ukraine, mais il y a eu des exemples dans d'autres pays, dans d'autres vieilles démocraties occidentales. Et donc, voilà, quand on parle de violation de la liberté de la presse, on pense souvent au harcèlement, à l'intimidation phique ou à la violence physique à l'égard de journalistes. La mafia qui attaque en Saviano pour la sortie le policier Gomorrah. qui tape sur les journalistes qui couvrent une manif, hein, ça arrive, c'est arrivé beaucoup en France. Maintenant, cette plateforme, elle a aussi l'avantage d'amener les États, puisqu'elle est basée sur un dialogue, c'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'organisations comme la FEJ, RSF, IPI et d'autres, le CPJ, qui sont habilités à poster des alertes, donc à dénoncer des faits. Et les États sont censés y répondre. Hein, elle a un caractère institutionnel. Il n'y en a pas eu, pas moins de 266, hein, j'ai vu dans le rapport l'année dernière. Ça, c'est le nombre d'alertes, oui. Oui, et donc, ces alertes sont censées... à ces alertes sont censées répondre les autorités publiques des pays concernés. Et parfois... ça mène ces États à prendre des mesures. Il y a eu énormément d'alertes en France pendant la couverture des manifestations Gilets jaunes et réforme des retraites, avec beaucoup de violences policières ou de violences de manifestants aussi à l'égard des journalistes. Eh bien, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérard Darmanin, que je ne porte pas dans mon cœur, mais au moins il a pris une initiative intéressante, a réformé le code policier, hein, qui s'appelle le schéma national de maintien de l'ordre en France, de façon à donner des instructions plus claires aux policiers qui couvrent des manifestations, de manière à ce qu'ils protègent, ou en tout cas qu'ils ne prennent pas pour cible les journalistes qui couvrent, ne pas confondre, comme on le faisait auparavant, journalistes et manifestants. Un journaliste qui est dans une manif, il est là pour rendre compte, pour couvrir. Il n'est pas là pour manifester, c'est pas un activiste, et donc il n'a pas à être traité par les forces de l'ordre de la même manière. Évidemment, le journaliste ne doit pas entraver des actions policières, par exemple, dans le cadre du maintien de l'ordre. Et donc, on a vu là, suite à cette augmentation assez invraisemblable du nombre d'alertes portant sur la France, un ministre qui s'est dit, il y a un problème, on essaie de le régler, et on modifie les instructions policières de manière... Et le nombre d'alertes concernant les violences policières en France a chuté. Donc c'est l'effet bénéfique, je dirais, de cette plateforme. Le but n'est pas juste de name and shame, comme on dit en anglais, donc de dire, voilà, c'est honteux, il y a autant d'alertes en France. Le but est de conduire les autorités publiques à modifier... Et notamment le Conseil de l'Europe. Voilà. Oui, c'est ça. Donc en fait, il y a un certain nombre d'États en Europe qui répondent aux alertes qui ont été soumises par les organisations membres de la plateforme. Il y a même à Strasbourg une association des amis de la plateforme, donc des États qui s'engagent en faveur de la défense des libertés d'expression, de la liberté de la presse, qui s'engagent à mieux entendre ce que disent ces alertes et à faire en sorte que dans leur propre pays, des mesures soient prises pour mieux protéger les journalistes. Et c'est vrai que le rapport contient d'ailleurs un chapitre sur les bonnes pratiques qui ont été adoptées ces dernières années dans un certain nombre d'États. Ah oui, quels sont les bons élèves et les moins bons élèves? Par exemple, à Hollande, il y a un groupe, une association qui a été créée pour mieux protéger les journalistes, pour coordonner Persveilig, donc la sécurité des journalistes, pour mieux coordonner les différentes instances publiques et professionnelles lorsqu'il y a une atteinte à la liberté de la presse, qu'elle soit d'ordre physique ou d'ordre légal ou autre. Donc il y a certains pays qui ont mis en place un certain nombre de dispositions en faveur de défendre cette liberté de la presse. Cela dit, moi je pense qu'un des problèmes qui est mis en exergue tout au long de ces 10 années de monitoring de la liberté de la presse en Europe, c'est qu'il y a dans tous les pays européens, comme il y a aux États-Unis et dans d'autres pays évidemment, une volonté de décrédibiliser la presse, de discréditer la presse. C'est un peu d'ailleurs l'un des objectifs des procédures judiciaires dont parlait Ricardo, les SLAPS. C'est pas seulement nuire aux journalistes en tant que tel qui est visé pour empêcher qu'il ne puisse faire son travail, c'est aussi faire peser le discrédit d'une procédure judiciaire. Pas de fumée sans feu. Si quelqu'un se fait assister par un cabinet d'avocats pour attaquer un journaliste, dans l'opinion publique, qui va porter un regard distrait sur ce qui se passe, ça va aggraver cette perception, et c'est un des plus graves dangers aujourd'hui contre la liberté de la presse et le rôle de la presse en démocratie, c'est
la perte de popularité et de crédibilité des journalistes au sein de l'opinion, la perte de confiance. C'est un élément qui à vous écouter, c'est par là que le totalitarisme s'installe aussi. Tout à fait. Des crédibilités scientifiques, on le voit chez Trump, Absolument. et les journalistes. Donc c'est un réel danger pour notre démocratie et l'état de droit. Mais c'était la phrase de Donald Trump, quand une journaliste l'interrogeait lors de son premier mandat, mais pourquoi est-ce que vous attaquez constamment les médias ? Il a répondu tout simplement, eh bien, je vous attaque tout le temps parce que lorsque vous direz des choses négatives sur moi, personne ne vous croira. Donc c'est une vraie stratégie. Alors Trump explique de manière un peu chaotique et égotiste ce qui est une stratégie qui est conduite par des groupes partout aux États-Unis et en Europe. Ce sont de vraies stratégies politiques qui visent à décrédibiliser les journalistes pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas s'opposer, qu'ils ne puissent pas être un élément qui va mettre en cause la mise en place d'un vrai programme le quatrième pouvoir, comme on l'appelait jadis. Voilà, et c'est pas nouveau. La grande philosophe allemande, qui était aussi une grande journaliste, Hannah Arendt, avait étudié donc la manière dont la propagande nazie fonctionnait. Et elle expliquait très bien que le but de la propagande n'était pas de vous faire croire des mensonges, mais de créer un espèce d'écran de fumée. C'est-à-dire qu'elle vise en fait à ce que les gens ne croient plus en rien, y compris en ceux qui sont légitimement en charge de chercher la vérité. De chercher la vérité, c'est ça. C'était la phrase de Steve Bannon, flat the zone with shit. Exactement. Donc, envahissez la zone avec de la... Voilà. Et on est face à cette rhétorique-là aujourd'hui à nouveau. Quand au lendemain de l'élection de Trump, Elon Musk poste un tweet proclamant « We are the media now. You are the media now ». Donc, vous, les utilisateurs de X, vous êtes les médias. Et que le lendemain, il précise sa pensée en disant « Les médias traditionnels sont morts ». Eh bien, on est dans ce contexte-là des leaders politiques qui ont une influence mondiale parce que c'est une alliance sans précédent aujourd'hui entre l'homme politique le plus puissant du monde en termes militaires et financiers, Donald Trump, et la big tech, donc toutes ces compagnies de la technologie de l'information, qui ont une capacité d'influence terrible sur l'opinion mondiale. On est dans l'ère de la post-vérité, voilà. à ce qu'on appelle. On a cette collusion-là qui n'était pas celle de 2016. Donc Trump a beaucoup plus de pouvoir aujourd'hui par cette alliance avec la big tech. Et cette big tech, elle est hostile depuis toujours au journalisme et aux journalistes. Et aujourd'hui, elle est au pouvoir et elle l'exerce. Et moi, ce que je crains, parce qu'on pourrait penser qu'en Europe, nous sommes protégés de cela, ce n'est pas vrai. On voit que les mesures prises par Trump détruisent aujourd'hui, avec le gel des aides à la coopération, la presse ukrainienne indépendante, détruisent la presse biélorusse en exil. Et donc, on voit des régimes autoritaires illibéraux qui vont être consolidés par la disparition de ces contre-pouvoirs qui étaient partiellement financés, c'est vrai, par les États-Unis. Et puis on entend aussi tout ce que Trump dit, qui percole chez nous. Voilà, c'est la rhétorique qui vendredi dernier, il s'en prenait aussi. encore. Voilà. Il disait ces journalistes ce qu'ils font est illégal. Certains médias sont les bras armés du parti journalistes ennemis du démocrate. peuple. Oui, c'est ça, tout à fait. Il y a eux et nous. Mais en fait, un des grands problèmes qu'on a peut-être pas bien évalué il y a quelques années, c'est la relation entre la big tech, dont parlait Ricardo, et la presse. Pendant un certain temps, un certain nombre de hauts dirigeants, de multimillionnaires qui étaient à la direction de ces entreprises ont prétendu jouer la liberté. Ils ont prétendu être une technologie de libération. Ils ont prétendu aussi, après pas mal de tensions au niveau financier avec les propriétaires de médias traditionnels, ils ont prétendu soutenir la presse. Mark Zuckerberg, Meta, pendant des années, a soutenu le fact-checking qui était perçu par nous, journalistes, et par pas mal de défenseurs de la démocratie comme un élément de vérification des faits, comme un élément central dans la tentative de repousser cette avalanche de désinformation sur les réseaux sociaux. Et maintenant, il a décidé tout simplement, parce que le vent a tourné, parce qu'il estime que ce changement aux États-Unis, ce n'est pas un changement épisodique, que c'est un mouvement de fond, que c'est un basculement, c'est ce que Elon Musk et d'autres veulent nous faire croire. Et il y a un livre absolument extraordinaire qui a été publié récemment par une ancienne parlementaire européenne du Parti libéral dès 1966 aux Pays-Bas, Marietje Schaake, qui s'appelle « Le coup
d'État de la tech, qui est un bouquin absolument fabuleux, qui explique, un peu comme Zaham Poli qui l'expliquait dans Les ingénieurs du chaos, qui explique que ce n'est pas le hasard de la technologie, son emballement, c'est un projet politique. Et tant qu'on n'aura pas compris dans le monde politique qui tient encore à une démocratie de type libéral ce que signifie ce pouvoir technocratique, technologique, je pense qu'on est vraiment très très mal parti et que la presse traditionnelle va se ratatiner de plus en plus pour laisser l'espace ouvert de plus en plus à ce chaos de l'information qui circule sur les réseaux sociaux et qui est un chaos organisé. Ricardo. Je voudrais ajouter que le danger, on y fait face en Europe. L'Europe est un îlot à l'échelle globale où on a une première régulation, on va dire, des réseaux sociaux. Donc c'est le Digital Services Act qui force les plateformes numériques à faire du fact-checking, de la vérification des faits, à lutter contre la désinformation, à être plus transparents qu'ils ne le seraient normalement sur leurs algorithmes. Et je suis de ceux qui pensent qu'il y a une action coordonnée donc, des grandes plateformes. D'abord X qui a commencé à ne plus respecter le DSA malgré les récriminations du commissaire français-breton à l'époque. Il a été remplacé depuis. Zuckerberg qui annonce la fin de la vérification des faits donc, par des fact-checkers aux États-Unis. C'est une première étape. Et Google qui en décembre, dans le cadre d'une réunion privée avec la Commission européenne, a annoncé qu'ils allaient arrêter le fact-checking et la vérification des faits sur Google Search et sur YouTube. Et donc on a une action concertée des grandes plateformes qui disent à l'Europe, votre régulation, votre DSA, on ne va pas le respecter. On va pas le respecter. Mais alors, qu'est-ce que l'Europe peut faire elle doit prendre des sanctions, elle doit prendre à part créer d'autres plateformes et supprimer celles-là, mais c'est un travail absolument colossal. Un des soucis, c'est le manque d'autonomie de l'Europe en matière de... On a souvent dit, on n'a pas de moteur de recherche européen d'ampleur mondiale, on n'a pas de plateforme d'ampleur mondiale. Et la mise en œuvre des sanctions prévues, parce que ces règlements existent, ils sont en place, et ce qu'on attend de l'Europe maintenant, c'est qu'elle prenne les sanctions, comme le commissaire breton il avait proclamé en tout cas des menaces. On espère que ces menaces passeront, je dirais, de la parole aux actes, et c'est une manière de protéger. Mais je pense que c'est un des premiers tests pour l'Union européenne. Est-ce que nous allons tenir avec notre régulation à l'échelle globale, qui est un des rares exemples, et qui est souvent cité en exemple par les démocrates, par ceux qui défendent la démocratie et la liberté de la presse, ou est-ce qu'on va céder à la pression des plateformes alliées aujourd'hui à Donald Trump avec sa capacité de Parce qu'on sent quand même un mouvement, Jean-Paul, un mouvement citoyen où beaucoup d'entre nous cherchent d'autres plateformes, d'autres moyens, et s'ils nous les étaient offerts, on plongerait dessus. Il y a quand même aussi un retour vers une vérité dans une certaine couche de la population qui a envie de... Oui, je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'interrogent depuis de très longues années sur des alternatives vulnérabilité face X, à cet envahissement. Facebook et autres. Absolument, je pense que oui, mais ça reste relativement minoritaire. Il y a une grande difficulté à trouver des plateformes qui puissent correspondre à cette ouverture qu'offraient précisément les grandes plateformes qui ont basculé du côté du schéma autoritaire illibéral que décrit Ricardo. Je pense que la réaction doit d'abord venir du dessus, si j'ose dire, c'est-à-dire l'application stricte par l'Union européenne et par les États membres d'une législation qui n'est pas une censure, qui est une régulation démocratique sur les réseaux sociaux. Parce que le problème auquel on est confronté, c'est que de plus en plus, lorsqu'on défend la liberté et qu'on défend la démocratie libérale, on est accusé brusquement d'être des censeurs. Alors c'est exactement l'inverse. Le système qui est mis en place par l'extrême droite, on le voit bien aux États-Unis avec ce qui se passe maintenant avec Trump, qui a tout à fait montré ce dont il était capable. La liberté, c'est une phrase qui permet seulement la liberté de la haine, de l'incitation à la discrimination. C'est ça la liberté dont parlent ces milieux-là. Et donc on se retrouve dans une situation où quand on veut défendre une régulation qui a toujours fait partie de la liberté d'expression et de la liberté de la presse, on est accusé précisément de faire de la censure. Or, ce sont les gouvernements autoritaires illibéraux, ce sont les mouvements autoritaires illibéraux aujourd'hui qui font de la censure. Et l'exemple le plus éclatant, c'est bien sûr en Europe, la Hongrie depuis 2010, c'est aux États-Unis, mais aussi en Italie, dans toute série de pays. Vous pointiez que la Géorgie était... Et la Géorgie, évidemment. Très mauvais élève. Oui, c'est vrai qu'on fait face à des types de violence ou
d'hostilité à l'égard des journalistes qu'on ne connaissait pas il y a 10 ans. C'est comme décomplexé. Vraiment, c'est exponentiel. Il y a aussi, Jean-Paul le disait, un manque de confiance dans ce que la presse représente, dans ses idéaux, un discrédit. Donc ce discours politique mené depuis 10-15 ans, il a eu des effets. Il y a un chiffre qui m'inquiète particulièrement, c'est dans la dernière version du Digital News Report, qui est le grand rapport publié par le Reuters Institute, qui fait partie d'un institut de recherche qui fait partie de l'université d'Oxford et qui étudie donc les médias dans le monde, mais notamment en Europe. Et ce chiffre est celui de la part de la population qui évite les médias. Et on arrive dans certains pays d'Europe à 40% de la population, en Allemagne, en Espagne, de la population qui dit « moi, quand le JT commence, je coupe la télé ». Des pays où il y a... Qui fouillent la télévision. Donc dans des pays totalement... Une grande histoire voilà, de la presse. Dans des démocraties libérales de vieille tradition, encore une fois. Et ça, c'est inquiétant, parce que ça veut dire que ceux qui cherchent à discréditer les médias, les journalistes, finalement, sont en train de réussir leur coup. Il y a aussi une libération de la parole de tous ceux qui sont dans ce mood-là. Aujourd'hui, on voit des mini-Trump apparaître dans tous les pays d'Europe. Et à contrario, et on en parlait un petit peu off-record, une espèce d'autocensure aussi de la part de la presse. Moi, j'ai été étonnée que ce rapport, on n'en parle pas plus. C'est quelque chose qui me chagrine, moi, parce que les journalistes devraient être les premiers héros, les premiers combattants de la liberté de la presse. À parler de ce rapport. Oui, il y a une certaine. Je pense qu'il y a un réflexe d'autocensure qui veut que les journalistes pensent, peut-être à tort, que ce serait abuser de leur pouvoir d'accéder à l'information, puisqu'ils sont eux-mêmes producteurs d'informations, pour défendre leur propre business. C'est pas de ça qu'il s'agit, c'est une erreur. Mais en plus, c'est une forme d'éthique, mais qui n'a plus cours dans le monde. Mais non, on se trompe. C'est un décalage. On se trompe parce qu'en défendant la liberté de la presse... Ce sont des bonnes manières et des bonnes pratiques, mais qui... On défend la liberté du citoyen d'accéder à l'information. On ne défend pas des privilèges de journalistes. Et donc, oui, je regrette une forme d'autocensure, une tiédeur des journalistes. Je les comprends, parce que parfois aussi, ils sont sous pression, davantage aujourd'hui qu'hier. Et donc, il y a cette peur d'être taxé de woke, et ça a un effet. Donc, ce discours politique que décrivait Jean-Paul, il fonctionne malheureusement, et il va être très difficile de naviguer à contre-courant aujourd'hui et d'essayer de récupérer cette confiance perdue. Ça, c'est un des grands défis. Maintenant, je suis optimiste, parce que je vois des citoyens, vous posiez la question tout à l'heure de que peut faire le citoyen, il le fait. Il y a des citoyens qui abandonnent leur compte X pour passer à Blue Sky ou Mastodon, d'autres plateformes plus éthiques, prendre des abonnements. J'ai des amis qui s'abonnent à Mediapart, à des journaux engagés, etc., parce qu'ils veulent soutenir la presse. Et les journalistes, je vois quand même aussi, donc il y a une partie malheureusement de la profession qui se soumet à une certaine autocensure, mais il y a aussi une partie qui se soulève. Et ça avait été identifié par un rapport qu'on avait publié en 2018 avec le Conseil de l'Europe sur l'autocensure en Europe chez les journalistes, avec 1000 journalistes interrogés, et 30% des journalistes admettaient s'autocensurer, dans des proportions diverses. S'autocensurer, c'est pas toujours taire une information, c'est parfois adoucir les faits, édulcorer une information. Ça commence par ça, l'autocensure. Mais il y avait une vingtaine de pourcents qui disaient, moi, quand on essaye de me faire taire, au contraire, je suis plus combatif, ça me donne plus d'énergie. Voilà, ça me donne plus de volonté, et je trouve du soutien des organisations de journalistes, des rédactions derrière moi, des collègues, et donc je ne suis pas pessimiste. Je vois, aux États-Unis, on voit un mouvement... et ils utilisent d'ailleurs le terme résistance. Résistance est un terme qui apparaît... C'est pas anodin. On est peut-être allé tellement loin que là, il y a peut-être un retour à faire. Un basculement. Et donc, il ne faut pas être pessimiste, en tout cas, pas être attentiste. Chacun, à son niveau, comme citoyen, et ne pas être pétrifié et agir. Exact. Jean-Paul Marteau sera peut-être le mot de la fin, d'ailleurs. Il y a deux choses. En fait, moi, je pense que quand je compare... je suis un journaliste depuis 50 ans. Quand je compare, en fait, les années... 70, 80, quand j'ai commencé dans le métier, on avait davantage de moyens. La profession était un élément qui économiquement s'en sortait. Aujourd'hui, on est dans une crise de la presse. Une des pistes, évidemment, c'est Donc c'est un des éléments qui fragilise la profession. Mais en même temps, j'ai l'impression que les journalistes aujourd'hui sont bien plus conscients des enjeux
politique des enjeux déontologiques et respectent d'ailleurs nettement mieux la déontologie aujourd'hui qu'ils ne le faisaient auparavant. Donc je pense qu'on est dans une situation qui, à ce niveau-là, est plus compliquée que seulement dire on est en crise. Il y a aussi un réveil de la profession, dire qu'on a un rôle à jouer. Et ce rôle à jouer, notamment, c'est d'être l'ancre, comme un bateau, l'ancre dans une société qui part dans tous les sens, et qu'on est l'ancre, on est l'information de ça, les garants de son intégrité, les garants de sa pluralité. Et je pense que là, il faudrait réinsérer aussi la profession journalistique, parce que je pense qu'il faut éviter toute forme de corporatisme, et je crois, Ricardo l'a souligné également, il faut penser plus largement avec d'autres institutions, avec d'autres secteurs qui, dans le système démocratique, jouent un rôle aussi important que le journalisme. Donc je pense qu'on doit reprendre, à la fois renforcer nos capacités de journalistes pour faire ce métier le mieux qu'on peut le faire, qu'on doit le faire, mais aussi ouvrir le spectre et s'associer à d'autres mouvements qui défendent eux aussi, parce que c'est l'objectif réellement, qui défendent aussi la démocratie libérale. Changer l'écosystème des médias, redonner une forme d'indépendance, des conditions équitables et le droit au travail des journalistes, redonner les moyens pour sauver notre liberté de presse. Merci beaucoup Ricardo. Merci, et merci Jean-Paul Marteau d'avoir été là ce soir pour nous éclairer. Rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau rapport. Avec plaisir. D'ici là, allez sur les chemins pour donner la bonne information. Merci à tous d'avoir choisi de nous suivre ce soir. À la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité.